70, le deuxième était le... Mesdames et messieurs, je suis venu vous parler de liberté. Liberté de créer, liberté d'entreprendre, liberté d'innover, liberté d'investir, liberté de produire, liberté d'exporter. Mieux que quiconque, vous savez qu'il n'y a pas de liberté si elles ne sont pas protégées, organisées et respectées. C'est le cas de toutes les grandes nations économiques. Ces libertés doivent garantir à chacun un environnement économique favorable, une concurrence non faussée, une juste rémunération de votre travail et de vos risques, une sécurité juridique qu'elle relève de la lutte contre la technocratie bruxelloise ou nationale ou de la protection contre l'extraterritorialité du droit américain. Mon projet, c'est de défendre des entreprises françaises qui sont le socle de la puissance française, leur permettre de se projeter dans l'avenir avec assurance, de développer leur activité sans être handicapés et pour nos fleurons nationaux, de constituer des champions européens et mondiaux. C'est pourquoi je crois au rôle de l'État. Non que je sois un tant soit peu gauchiste, comme on a voulu le dire ou le croire, mais parce que dans une société organisée, chacun doit jouer son rôle. À vous de conquérir le monde, à l'État de vous donner les moyens de cette liberté et de cette conquête. Représentant des entreprises de toute taille et de tout secteur, vous êtes, je le dis très simplement, mais très clairement, le poumon de notre économie. Vos entreprises sont le lieu de la création de richesses, celles dont notre pays a besoin pour créer des emplois, pour innover et bien sûr, pour renouer avec la prospérité. La sphère publique a, elle, un rôle majeur de régulation, de protection et de cohésion sociale. C'est ce que j'appelle l'État stratège. Il n'a pas vocation à remplacer les entrepreneurs, mais bien de leur assurer un environnement favorable, économique, social, sécuritaire et diplomatique. Ensuite, cela va de soi, ça sera à vous, entrepreneurs, de produire, d'innover ou encore d'exporter. Et pour cela, je vous fais pleinement confiance. Vous le savez, je suis une pragmatique, pas une idéologue. Les orientations de mon projet présidentiel, investissement, croissance, simplification et retour à une gestion publique maîtrisée s'ancrent dans la situation actuelle de notre pays. La dégradation des grands équilibres financiers et économiques de la nation, sur lesquels je ne m'étendrai pas, affaiblit, vous le savez, dangereusement la compétitivité de vos entreprises. Je me refuse à utiliser l'argent magique, celui qui est abondamment et opportunément distribué ces temps-ci, au détriment des générations futures. J'engagerai une baisse déterminée des prélèvements obligatoires avec l'objectif de passer en dessous de 40% du PIB en 8 ans. La dette publique sera à tout le moins stabilisée sur le quinquennat avec, là aussi, l'objectif d'un passage en dessous de 100% du PIB au cours du quinquennat qui suivra. En termes de trajectoire des finances publiques, chaque nouvel euro dépensé sera récompensé par un euro économisé ailleurs sur le quinquennat. Mon projet est parfaitement chiffré et équilibré. La gestion de l'État appelle plus de bon sens. Nous rééquilibrerons l'action publique en renforçant les moyens et les agents sur le terrain au service direct des citoyens et des entreprises. Je mènerai parallèlement en urgence avec rigueur et vigueur une désinflation des lois, règles et normes. Remettre l'État à sa juste place sera mon credo, l'État à l'endroit, l'État au bon endroit. Je ne vais pas vous infliger une liste à la Prévert des multiples mesures que j'envisage en direction des entreprises. Vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions que vous jugerez utiles à l'issue de cette intervention, mais je vais à ce stade présenter les plus structurantes. À côté des grands groupes qu'il faut soutenir dans leur croissance et leurs projets de développement à l'international, j'entends accompagner les TPE, PME, ETI, qui sont les grandes oubliées des politiques publiques passées. Elles seront, je l'ai dit à maintes reprises, ma priorité. Pour elles, je souhaite promouvoir une économie de fonds propres après des décennies d'addiction à la dette. L'épargne des Français, une force mal utilisée depuis 30 ans, doit à nouveau servir en priorité l'économie réelle. Je vais y revenir. Et les banques doivent retrouver leur rôle central pour accompagner la prospérité nationale. La baisse des impôts de production que j'ai annoncée suivra cette même logique. Une part importante de cette baisse consistera immédiatement à la suppression de la cotisation foncière des entreprises, dont l'impact est plus fort pour les indépendants, les TPE et PME.
De même, les normes issues de Bruxelles seront simplifiées car elles désorientent les entreprises et notamment les TPE-PME. C'est par exemple le cas dans le secteur du bâtiment où la mise en place de normes de recyclage associées à la pénurie de matières premières pourrait conduire à une hausse de 20 à 30% du coût de la construction et à la disparition pure et simple de nombre de TPE-PME. Combien d'entrepreneurs ont dû perdre des milliers d'euros pour suivre les normes administratives au lieu d'investir dans leur outil productif, l'innovation, la conquête de marché? Cela doit cesser, d'autant que toutes ces normes ne sont pas toujours exigées de vos concurrents étrangers. Pas d'entreprise qui fonctionne correctement sans un climat social apaisé, sans salariés formés. C'est évidemment un volet extrêmement important. L'éducation et la formation professionnelle sont aujourd'hui des facteurs majeurs de compétitivité. Or, nous régressons dans tous les classements internationaux. Nous devons impérativement remuscler nos filières d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. La formation des jeunes et celle tout au long de la vie professionnelle sera un des grands chantiers de mon quinquennat, avec une amplification de l'apprentissage et de l'alternance, car je considère que la formation en entreprise est particulièrement efficace. J'ai, vous le savez, une mesure qui vise à partager à parts égales entre l'entreprise et l'alternant ou l'apprenti 50% de l'enveloppe que coûte un lycéen ou un étudiant, soit entre 5 400 et 8 000 € par an. Cette mesure, comme toutes celles destinées à la jeunesse, vise à faire progresser de manière significative le niveau d'activité des jeunes, dramatiquement bas en France. C'est dans ce cadre aussi que s'inscrit ma réforme des retraites. Autre axe, le réaménagement du territoire. Je veux relancer une politique d'enracinement, y compris économique. Et je sais que cela fonctionne dans certaines régions. Je pense par exemple à la Vendée. C'est ma fameuse politique de démétropolisation. Cela passera par la réinstauration des primes à l'aménagement du territoire, que pour certains vous connaissez bien, les PAT. De même, la suppression de la C3S dans les zones de relocalisation permettra également d'inciter les entreprises à participer à cette grande politique d'aménagement du territoire. Outre une baisse des impôts de production ciblés sur les PME et la relocalisation, nous réserverons l'essentiel, sinon toute la commande publique et parapublique, aux entreprises qui créent emplois et richesses chez nous. Nous inciterons également à l'achat volontaire des produits français par les consommateurs et je protégerai nos entreprises de la concurrence déloyale en prenant en compte les différences de réglementation et d'empreinte carbone concernant les produits importés. Le juste échange doit remplacer le libre-échange. Au nom du localisme et de l'enracinement, la transmission des TPE-PME sera largement simplifiée et sa fiscalité allégée. En réactualisant le pacte Dutreil, je supprimerai tout impôt de succession si les héritiers gardent au moins 10 ans l'entreprise. Nous avons également prévu de nombreuses mesures à destination du pouvoir d'achat des Français, véritable urgence sociale. Outre ma mesure phare, la baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques à 5,5%, je ne citerai ici que le dispositif vertueux d'incitation à la conclusion d'accords d'entreprise visant une augmentation des salaires de 10%. Celui-ci permet aux entreprises qui le peuvent et le veulent de procéder à un partage plus équilibré de la valeur ajoutée avec une exonération de cotisations patronales pendant 5 ans sur les augmentations, prise en compte des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Cela n'obère pas les recettes de la sécurité sociale et ne coûte rien à l'État, à la différence de mes différents compétiteurs. Enfin, je souhaite envoyer un signal fort à la jeunesse pour qu'elle fasse le choix de la France. C'est pour cela que je propose la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, mais aussi qu'elle ose l'entrepreneuriat. J'ai ainsi proposé d'exonérer pendant 5 ans d'impôt sur les sociétés les entreprises créées par un jeune de moins de 30 ans. Voici ma philosophie économique. Reste à la financer. Nous voulons associer les Français à cette grande politique de relance économique. À cet effet, je lancerai donc un fonds souverain, le FSF, le Fonds souverain français dès l'automne 2022, placé sous l'égide de la Caisse des dépôts. Il permettra 3 choses: mettre l'épargne longue des Français au service de l'économie productive, la rémunérer et surtout proposer aux Français qui le souhaitent de devenir actionnaires de la Maison France. Les parts sociales du FSF bénéficieront d'un retour financier de 2% par an avec un complément pour les détentions longues, ajustable en cas de hausse de l'inflation structurelle. En outre, importante caractéristique, les parts sociales du FSF bénéficient d'une garantie de capital. Quant aux investissements de ce fonds, ils seront sélectionnés par des comités d'investissement sectoriels indépendants
C'est par exemple cet outil que j'utiliserai pour la renationalisation des concessions autoroutières que j'ai annoncé. Le FSF pourra investir seul ou en partenariat avec des entreprises, des collectivités territoriales, ainsi que des structures d'investissement publiques et privées. 30 secondes. Le résultat concret sur l'économie française sera d'en augmenter structurellement le niveau de croissance naturelle. J'ai ainsi choisi la voie de la croissance vertueuse, vertueuse car elle ne passe pas par une mobilisation accrue des finances publiques, mais s'accompagne au contraire d'une baisse programmée des prélèvements obligatoires. Elle s'appuie sur ceux qui créent de la richesse, c'est-à-dire vous. Il s'agira enfin d'une croissance vertueuse décarbonée. Le FSF permettra ainsi d'investir dans un plan nucléaire réellement capable de produire l'électricité nécessaire à l'économie. Je referai donc de l'énergie nucléaire cet atout décisif pour nos entreprises. Je suis la seule candidate. On va y revenir. Je suis la seule candidate qui anticipe les besoins en électricité de l'industrie. Le plan annoncé par Emmanuel Macron à Belfort, par exemple, prévoit de maintenir l'industrie à 10% du PIB. Mon plan à moi prévoit un système énergétique capable de porter une industrie à 20% du PIB en 2050, soit exactement le poids qu'elle avait il y a 30 ans. Une fois l'économie renforcée et financée, j'en ai pour quelques secondes. C'est l'exercice. Une fois l'économie renforcée et financée, nous pourrons mieux considérer la valeur travail. Ça vous importe, je le crois. Il est temps que le travail paie, c'est la base du capitalisme libéral sain et équilibré. La valeur travail fait en effet partie de mes valeurs fondamentales, au même titre que la souveraineté, l'identité nationale ou la sécurité. Merci. Je souhaite, laissez-moi terminer, j'en ai plus que pour quelques secondes. Je souhaite ainsi lancer une réflexion avec les partenaires sociaux dès le début de mon quinquennat pour mettre en place un dispositif innovant au bénéfice de l'ensemble des salariés. Cela pourrait par exemple passer par une réserve légale de titres de 10%, réservé aux salariés sur toute distribution de dividendes. C'est une mesure qui pourrait faire taire les critiques sur les dividendes et réconcilier le travail et le capital. Vous le voyez, j'ai à cœur de protéger l'entreprise dans son entier, les investisseurs, les producteurs, qu'ils soient dirigeants d'entreprise ou salariés, et vos sous-traitants ou fournisseurs. Merci. Non, franchement, là, je pense qu'il faut que... on ne va pas poursuivre cette discussion. On va poursuivre cette discussion. Mais si avec grand plaisir. C'est demandé si gentiment. Merci beaucoup. J'ai envie de dire, vous êtes la candidate des entreprises, non? Vous leur dites, c'est le poumon, vous êtes le poumon de la France, donc ça ne peut faire que plaisir aux chefs d'entreprise qui sont là. J'ai peut-être par rapport à ce que vous avez annoncé, 2-3 précisions avant de rentrer dans votre programme, si vous le voulez bien. Vous dites que vous voulez baisser les prélèvements obligatoires à moins de 40% d'ici la fin de votre quinquennat, si jamais vous êtes élu. C'est ça que vous avez dit. Comment est-ce que vous y arrivez? Parce que c'est très difficile, on le sait en France, vous savez, à plus de 44%. Non, c'est pas difficile à partir du moment où on accepte l'idée qu'il faut faire des économies, si vous voulez. Parce que moi, j'entends beaucoup de candidats à la présidentielle nous parler systématiquement de leur volonté de baisser les impôts, mais sans jamais faire d'économies. Donc moi, je veux faire des économies, je l'ai dit, je l'assume. Je veux faire des économies sur l'immigration. Je les ai évaluées à 18 milliards d'euros par an. C'est 81 milliards sur le quinquennat. Je veux lutter massivement contre... Vous savez, sur le chiffrage, il y a quand même quelques interrogations sur ce chiffrage sur l'immigration, sur la récupération de la fraude sociale. Non, pourquoi avoir des interrogations? Ne partez pas tout de suite avec un état d'esprit pessimiste. Tout le monde sait ici que la fraude ne fait pas l'objet d'une lutte sérieuse. Il y a un rapport sénatorial qui a indiqué que la fraude s'évaluait entre 15 milliards et 45 milliards par an. Vous voyez, j'ai été extrêmement raisonnable et donc j'ai pris la limite basse et je me suis limité à 15 milliards d'euros par an. Quand je dis la fraude, d'ailleurs, ce sont les fraudes, parce qu'il n'y a pas que la fraude aux prestations, que la fraude aux cotisations, il y a aussi la fraude aux importations qui, aujourd'hui, crée les conditions d'une concurrence déloyale, non seulement pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos industriels. Il y a les ententes dont je considère qu'elles sont une forme de vol en réalité, puisqu'elles visent à ruiner la concurrence loyale qui doit être à la base de notre contrat économique. Pour en revenir sur les taux, la baisse des prélèvements obligatoires, donc comment vous faites des économies d'un côté, mais qu'est-ce que vous baissez comme fiscalité de manière assez drastique? Déjà, je vous l'ai indiqué, en ce qui vous concerne,
je vais baisser, je vais supprimer la CFE. C'est déjà, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Je ne dis pas d'ailleurs, parce que dans les trajectoires que nous avons travaillées, que ces impôts de production ne pourraient pas. Mais alors c'est toujours pareil, quand on fait une trajectoire, il faut le faire, c'est malheureux, mais il faut le faire sur 3 quinquennats en réalité, parce que sinon on n'a pas de trajectoire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas d'ailleurs aller beaucoup plus loin dans le domaine des impôts de production, parce que nous avons bien compris que les impôts de production étaient véritablement un des inconvénients à la compétitivité de nos entreprises. Donc quand je le rendrai public, vous verrez que nous sommes sur une trajectoire sur 3 quinquennats de baisse de 30 milliards des impôts de production. Pour l'instant, c'est le quinquennat qui arrive qui nous intéresse, donc suppression de la CFE et baisse de la C3S dans les lieux qui ont vocation à être relocalisés, car je crois qu'il faut véritablement une incitation et que l'État reprenne en quelque sorte la main sur l'aménagement du territoire, qui est une mission que l'État a complètement abandonnée, mais qui fait qu'on se retrouve avec des mégapoles qui aspirent l'ensemble des énergies, avec des déserts autour. Je pense que ça n'est ni bon pour les entreprises, ni bon pour les salariés. En termes de produire en France, de relocalisation, quelles sont les mesures précises que vous préconisez, que vous feriez si jamais vous êtes élu, Marine Le Pen? D'abord, la première des choses, c'est autoriser déjà les consommateurs à savoir ce qu'ils consomment. Donc c'est tout un débat que nous allons devoir évidemment mener avec l'Union européenne, qui interdit l'étiquetage. Donc, pour pouvoir faire du patriotisme économique, il faut que les consommateurs sachent qu'ils peuvent faire du patriotisme économique. Deuxièmement, je vous l'ai dit dans mon intervention, je pense qu'il faut passer par la commande publique et qu'on mette en œuvre un vrai patriotisme économique, c'est-à-dire que les contrats qui sont passés par les collectivités, par l'État, puissent bénéficier aux entreprises nationales. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a un droit européen qui l'empêche. En réalité, il y a des textes qui l'empêchent, au point d'ailleurs qu'on a été obligé. Voilà, mais on a été obligé, mais tant mieux d'ailleurs, ça fonctionne, d'introduire des moyens de contourner une règle que nous nous sommes nous-mêmes imposée. Ça, c'est très français, c'est-à-dire qu'on vote des interdictions à Bruxelles et derrière, on se crée des exceptions. Alors, c'est la création d'emplois ou le maintien de l'emploi ou des considérations environnementales pour pouvoir contourner la règle que nous avons nous-mêmes imposée. Ce qui est absurde, je pense qu'il faut assumer clairement. Ce sera probablement un des premiers axes que j'aurai à défendre, moi, à Bruxelles. Il faut clairement affirmer le fait que nous devons pouvoir faire bénéficier nos entreprises d'une forme de patriotisme économique. Est-ce que vous êtes favorable, un peu comme l'était à l'instant Valérie Pécresse ou encore Yannick Jadot, à un Small Business Act qui soit au niveau européen, voire au niveau français? Oui, c'est merveilleux. Mais dans ces cas-là, il ne fallait pas soutenir l'ensemble des règles de l'Union européenne qui nous ont interdit de le faire depuis 20 ans. J'ai toujours été pour ce patriotisme économique, je l'ai toujours défendu, y compris et nous continuons à le faire, lorsque nous sommes dans les instances européennes. Je pense qu'on peut l'obtenir d'ailleurs, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a au sein de l'Union européenne une souplesse vers une forme de renationalisation dans toute une série de domaines, tout simplement parce qu'on est face à un mur et il faut qu'on profite de la friabilité de ce mur pour taper dedans et le faire tomber. Ça veut dire quand même que, parce qu'une question du reste qu'on me pose, je reviens sur cette Small Business Act qui n'est pas rendue, ou la commande publique qui n'est pas rendue possible ou à cause des droits européens. Ça veut dire donc il faut sortir de l'Union européenne. On revient à ce moment-là. C'est une question qu'on pose. Non, vous savez, la diplomatie... Modifier les règles, qu'est-ce qu'on fait? Non, vous savez, la diplomatie et les relations internationales, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ou tout ou rien, ou je suis dehors, ou je suis dedans et j'accepte l'inacceptable. Non, ce sont des choses qui se débattent, ce sont des choses qui se défendent. Or moi, ce que je reproche à tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État français, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais défendu cette idée-là. Tout simplement parce que ça n'était pas, encore une fois, leur philosophie. Leur philosophie n'était pas de défendre les entreprises françaises. Leur philosophie était autre. Et on s'est retrouvé dans des situations où on a même, il faut quand même le dire, accepté de financer des entreprises qui délocalisaient dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on finance avec notre argent les délocalisations. Vous voyez, donc ça, ce sont des phénomènes que nous devons combattre. Et moi, je suis absolument convaincue que l'on peut, mais d'ailleurs c'est le cas, vous le savez très bien. Encore une fois, on a intégré un certain nombre de critères dans
comment dire, les appels d'offres qui permettent quand même de faire en partie du patriotisme. Je signale pour ceux qui, je suis sûr, il y a des gens ici qui viennent de Vendée, que la Vendée fait du patriotisme économique et que manifestement, ça ne pose pas de problème. Si ça n'en pose pas en Vendée, a priori, ça ne devrait pas en poser en France. Je vois à quoi vous faites allusion. Beaucoup de questions aussi sur le pouvoir d'achat. Les exonérations des cotisations patronales sur les hausses de 10% des salaires inférieurs à 3 fois le SMIC. C'est un coût, cette mesure. Est-ce que vous la maintenez? Non, ça n'a pas de coût, puisque c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour l'État de 10 milliards, enfin, en tous les cas chiffrés par l'Institut Montaigne. D'accord, c'est un manque à gagner, mais quelle est l'urgence aujourd'hui? Y compris pour pouvoir d'achat. C'est quoi? Non, oui, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat. Mais c'est aussi votre capacité à pouvoir trouver des salariés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se retrouvent confrontées à une difficulté, c'est que les salaires sont trop bas. Et que pour pouvoir rendre les emplois attractifs, il faut augmenter les salaires. Et pas seulement les salaires, pas seulement le SMIC, pas seulement une fois et demi le SMIC. Il faut aller jusqu'à 3 fois le SMIC pour inclure les salaires et encore une fois, des classes moyennes en réalité. Donc qu'est-ce que je viens vous dire? Vous êtes confronté à une difficulté. Vous savez que vous devez en réalité augmenter les salaires. Je viens vous inciter à le faire, moi, État, en vous disant, si vous le faites, vous pourrez faire l'économie de l'augmentation proportionnelle des charges patronales. Je pense que c'est en même temps efficace, respectueux de la volonté des entreprises. C'est un effet incitatif, mais ça n'est pas un effet forcé, donc ça ne mettra pas des entreprises en difficulté. Et ce manque à gagner, eh bien, je l'assume parce qu'il est absolument fondamental pour pacifier socialement notre pays, mais aussi pour répondre à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, de passer par une mesure comme celle-là. Mais vous voyez qu'il faut encore une fois que l'État arrive à trouver un accord avec les entreprises. Moi, j'appelle ça du gagnant-gagnant. Donc non, désolé de vous dire, mais ça ne coûte rien. Ça n'est qu'un manque à gagner. Ça, c'est une question. Alors encore, beaucoup de questions. On me redemande, vous voulez rétablir l'ISF en instaurant un impôt sur la fortune financière? Oui. Pour revenir à la fiscalité un instant, pardonnez-moi. Oui. Je pense que la France, j'essaie d'expliquer un tout petit peu ma philosophie, je pense que la France est actuellement une cocotte minute. Je pense que la crise terrible des Gilets jaunes a été la conséquence de décisions qui ont été prises par le président Macron, et qui ont été entendus comme une aggravation de la situation des classes populaires et des classes moyennes et une amélioration qui n'a pas été comprise par la population française de ceux qui avaient les patrimoines les plus importants. Je pense également qu'il faut revenir à une politique de l'enracinement, de la transmission. C'est ce à quoi je crois. Donc je vais faire exactement l'inverse d'Emmanuel Macron. Lui, il a taxé l'immobilier. Moi, je pense que l'immobilier est un acte d'enracinement, est un acte de transmission. Et donc, je souhaite mettre en place un impôt sur la fortune financière qui exclurait bien sûr l'outil de travail, mais qui exclurait également ce que j'appelle la résidence principale ou la résidence unique. Alors la résidence unique, vous n'en avez jamais entendu parler. J'ai conçu ce concept. La résidence unique, c'est lorsque vous êtes locataire d'une maison, mais que vous souhaitez vous constituer un patrimoine pour votre famille, pour le transmettre, dans lequel vous ne vivez pas, eh bien, il faut que vous puissiez également être exonéré de cette résidence unique pour l'impôt sur la fortune financière. Petite différence, les taux sont les mêmes, les seuils de déclenchement sont les mêmes, mais donc exonération résidence principale, résidence unique, exonération outil de production, bien sûr, outil de travail, et je réintègre les œuvres d'art acquises depuis moins de 10 ans, parce que je considère qu'il y a une dérive qui fait que les œuvres d'art sont devenues un élément de spéculation, et autant les œuvres d'art détenues dans les familles où historiquement doivent être exonérées, autant les œuvres d'art qui font l'objet d'une spéculation ne doivent pas l'être. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons investir massivement aujourd'hui, non seulement dans le pouvoir d'achat, mais également dans la natalité. Nous devons faire des enfants. Alors, M. Bayrou a dit une chose très claire, il a dit c'est ou l'immigration ou la natalité. Mon choix est fait, moi c'est la natalité. Mais pour financer cette politique de natalité, eh bien j'ai aussi besoin que ceux qui ont les patrimoines les plus importants dans notre pays, eh bien contribuent en quelque sorte à cette politique. Que pensez-vous de la proposition d'Éric Zemmour de favoriser la natalité dans les campagnes?
Non, mais je suis totalement contre cette proposition pour une raison très simple, c'est que Éric Zemmour, à chaque fois qu'il fait une proposition, arrive à y créer une division. Donc on va diviser, il y a les bons bébés, c'est les bébés qui sont nés dans les campagnes et les mauvais bébés qui sont nés dans les villes. Je pense que ça ne se tient pas sur le plan philosophique. Ce qu'il faut, c'est des enfants français. Où qu'ils naissent, je m'en moque. Donc moi, je mets en place toute une série de mesures. La part pleine dès le deuxième enfant, parce que pour faire le troisième, il faut déjà faire le deuxième. Il n'y a que moi qui arrive à faire le deuxième et le troisième en même temps, mais dans l'ensemble, en règle générale, il faut quand même passer pour le deuxième pour faire le troisième. Une aide aux familles monoparentales, parce qu'après, faire des enfants, c'est bien, mais il faut également les élever. Donc il y a toute une série d'aides comme ça qui visent à la natalité, notamment le prêt jeune. Là, vous avez présenté jeudi dernier votre réforme sur les retraites. Et vous avez évolué, donc maintenant, avec des modalités que vous allez nous préciser, c'est 62 ans. Pourquoi ce changement? Non. Moi, j'ai écouté, je vous ai écouté. Non, mais je vais vous l'expliquer. Mais j'ai fait une grande conférence de presse pour expliquer ma réforme. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, je suis une pragmatique, je ne suis pas une idéologue. C'est un grand marqueur politique, quand même, vous êtes d'accord avec nous? Non, mais je suis une pragmatique, pas une idéologue. Ça veut dire que quand on prend 600 milliards de dettes supplémentaires, 1000 milliards de dettes en 10 ans, il y a un moment donné, il faut quand même en tenir compte. Quand on a 85 milliards de déficit du commerce extérieur, il faut aussi en tenir compte. Donc, ce que je souhaite, moi, et ma philosophie, je l'ai respectée. C'est de dire, plus on commence à travailler tôt, plus on travaille dur, plus il faut partir tôt. Système progressif. Oui, c'est un système qui dit que pour augmenter l'activité des jeunes, ce qui est à mon avis fondamental, on a 10 points d'écart par rapport à la moyenne de l'OCDE, 10 points de moins d'activité des jeunes. Eh bien, il faut que tout soit fait pour inciter les jeunes à entrer sur le marché du travail le plus tôt possible. Encore une fois, il en va de notre équilibre. Donc, dès mon élection, toutes les personnes qui sont entrées sur le marché du travail entre 17 et 20 ans partiront avec 40 annuités à 60 ans. Puis, progressivement, en fonction de l'âge d'entrée dans la vie active et donc dans le système, ce système augmentera jusqu'à maximum 42 ans d'annuité et avec un âge légal qui sera à 62 ans. Je vous signale que dans l'ensemble de ce que je peux entendre aujourd'hui chez les candidats qui sont à plus de 10%, on parle de 64, 65 ans, sans nous dire d'ailleurs combien d'annuités. Hein. Donc peut-être faudrait-il demander quelque chose de plus précis. Moi, je pense que ceci n'est ni utile ni nécessaire. La réforme que je propose coûte 9,6 milliards d'euros par an. Et je voudrais trancher la tête du canard qui court toujours en vous rappelant que les annonces du corps, c'est-à-dire la commission d'orientation des retraites, voilà, ne sont pas si catastrophistes que cela. C'est-à-dire que sur leurs prévisions, absolument. Notamment, leurs prévisions indiquent qu'à compter de 2030, eh bien, la part de PIB réservée à nos retraites devrait commencer à baisser entre 11,5, je crois, et 13,7% du PIB. Ça me paraît être un pourcentage qui est raisonnable. Donc ça, on a compris votre message. Si on parle un peu d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le logement, si on a le temps, on va l'aborder, parce que c'est un point très important. On n'en a pas encore parlé ici à ces micros. Marine Le Pen, une question sur l'énergie. Vous voulez remettre la filière nucléaire au cœur de votre politique. Là, oui. Vous êtes encore plus radical que les autres, puisque vous voulez supprimer, pour le coup, les éoliennes, la filière éolienne. Si vous voulez ouvrir votre bouteille, c'est bon. Vous voulez rouvrir Fessenheim et vous démantelez toutes les éoliennes. Comment est-ce que vous faites pour démanteler toutes les éoliennes? Parce que là, pour le coup, ça a un coût assez gigantesque. Non, la réalité, c'est que je veux surtout engager le chantier de démantèlement des éoliennes. On ne va pas toutes les supprimer du jour au lendemain, vous imaginez bien. Bon. D'abord, on va commencer par geler celles qui ne sont pas encore montées, d'accord? Et notamment les éoliennes en mer, parce que, je le répète ici, de la manière la plus solennelle qui soit, les éoliennes, c'est l'arnaque du siècle. Et je pense que ce sera, dans les années qui viennent, le plus grand scandale financier du pays. Vous m'entendez? Le plus grand scandale financier du pays. Elles nous coûtent une fortune. Nous les finançons massivement.
elles ne créent pas en réalité l'énergie dont nous avons besoin. Elles sont intermittentes, elles sont importées, elles ne créent même pas d'emplois pour les fabriquer. Elles ne sont pas retraitables, donc on fera des grands trous pour aller mettre les pales qu'on ne pourra plus utiliser. Et aujourd'hui, c'est une telle escroquerie que ces éoliennes qui ont 20 à 25 ans normalement de durée de vie, comme au fur et à mesure de leur vie, elles sont de moins en moins subventionnées, eh bien, il y a quand même des entreprises qui arrivent à les démonter pour en recréer des nouvelles, pour retrouver le niveau de subvention maximum. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête cela, et on va l'arrêter tranquillement. Et la première manière de l'arrêter, je vais vous dire, c'est d'arrêter les subventions. Parce qu'à partir du moment où on arrêtera de subventionner, vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'éoliennes qui pousseront à droite à gauche. Donc, oui, nous avons un mix énergétique qui doit être travaillé, qui est fondé... Il sera combien? C'est pas 100% sur le nucléaire, ça sera quoi votre mix énergétique? Mais encore une fois, comme nous avons été, ça n'a jamais été le cas. Nous n'avons jamais été sur 100% de nucléaire. Jamais. Il faut que nous retrouvions le mix classique français. Autre chose, je pense qu'il y a des technologies dans lesquelles nous n'avons pas investi assez fort et assez vite. Je pense à l'hydrogène. Moi, je me souviens, en 2004, j'étais candidate au régional. Il y a 20 ans, je réclamais qu'on crée un grand pôle de recherche et d'innovation sur l'hydrogène. Si on l'avait fait à l'époque, on serait peut-être plus avancé qu'on ne l'est aujourd'hui. Et on le fera fonctionner avec, évidemment, du nucléaire, et notamment du nucléaire la nuit, qui nous permettra de pouvoir fabriquer cet hydrogène. Nous avons les moyens de le faire. Il faut allonger la durée de vie de nos centrales. Et il faut évidemment sortir, parce que je pense à vous, hein, c'est vous les premiers qui allez subir la conséquence de l'augmentation du prix de l'énergie avec toutes les erreurs qui ont été faites. Hein. Ce n'est pas seulement les particuliers, ce sont les entreprises. Il faut sortir du marché européen de l'énergie. Il faut sortir du marché européen de l'énergie, qui est une véritable folie, qui est en train de ruiner EDF et qui oblige EDF à vendre à perte ou à prix coûtant à des concurrents une énergie qu'ils n'ont pas fabriquée, dans laquelle ils n'ont pas investi. C'est inadmissible. Pas une de vos entreprises ne fonctionnerait si on lui imposait cette méthode de travail. Donc, c'est un avantage compétitif majeur, le prix de l'énergie en France. Nous avons été fortement attaqués par l'Allemagne sur ce sujet parce que l'Allemagne avait bien compris que pour pouvoir faire baisser le taux de compétitivité de nos entreprises, il fallait taper sur précisément notre énergie nucléaire. Ça a marché pendant un certain temps. Je pense qu'aujourd'hui, le bon sens est revenu, tant mieux. Et il faut à tout prix que nous renforcions cet avantage que nous a offert d'ailleurs le général de Gaulle, disons-le clairement. Je vais finir par une dernière question qui nous est posée sur la plateforme. Et que, puisqu'on parle beaucoup de guerre des talents, comment feriez-vous pour fluidifier le marché du travail ? D'abord, permettez-moi, l'ensemble des mesures que je veux prendre, c'est d'abord de conserver les jeunes en France. Vous voyez, parce que pour l'instant, la fluidification, elle se fait de France vers l'extérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes, on leur paye leurs études, vous, nous, tous les contribuables, et en réalité, c'est une perte en capital humain qui est une perte considérable. Parce qu'à partir du moment où ils ont acquis les compétences, eh bien, ils s'en vont. C'est la mesure que j'ai annoncée pour la suppression pour l'exonération de l'impôt sur le revenu, pour lequel j'ai été un peu bousculé par certains, parce que ça touchait aussi les jeunes qui sortent des écoles. J'assume cela, ça ne me pose aucun problème. Je veux qu'ils travaillent en France, je veux qu'ils créent en France, je veux qu'ils montent des boîtes en France, je veux que vous puissiez en bénéficier, plutôt que de les laisser partir à l'étranger et d'être obligés d'aller chercher des travailleurs de même talent ou de même compétences à l'étranger. Est-ce que vous demandez aux entreprises de vous aider dans votre lutte contre l'immigration, qui est quand même le nerf de votre programme, Marine Le Pen? Mais bien sûr, mais je viens dire aux entreprises, parce que ce sont des... Mais les entreprises, ce sont des personnes, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des patriotes. Enfin, quand on voit qu'il y a 5 600 000 chômeurs dans notre pays et que l'on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc nous devons, oui, trouver ensemble les moyens pour que la formation soit améliorée au point qu'aujourd'hui, les 5 600 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi puissent trouver un emploi. Et je pense qu'il faut que Pôle emploi fonctionne à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que de dire « Ah ben, il y a un poste là, on va chercher s'il y a quelqu'un qui correspond dans les demandeurs d'emploi », il faut, au contraire, adapter le demandeur d'emploi en termes de formation aux demandes qui sont faites par les entreprises. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci de toutes ces réponses que vous nous avez apportées.